Ça y est, nous y sommes. Un nouvel opus de Beetlejuice débarque dans nos salles de cinéma d'ici quelques jours et risque d'attirer les foules. Et c'est pas un univers aussi simple qu'on le pense, avec simplement des fantômes et une maison hantée. Il y a vraiment une mythologie complexe, avec des thématiques parfois surprenantes. Et je pense sincèrement que ça vaut le coup de résumer l'ensemble, et même d'aborder des choses plus anodines, comme la série animée, diffusée au début des années 90. Vous allez voir, ça va être cool. Vous êtes que des ringards! Vous parlez à un professionnel quand même! Et dire que toute cette histoire débute avec le personnage de Beetlejuice, un esprit proposant ses services pour se débarrasser des vivants et dont il faut prononcer à plusieurs reprises le nom pour qu'il apparaisse. Alors appelez-moi une fois, appelez-moi deux fois, appelez-moi trois fois et vous ne serez pas déçus. On a qu'à voir si ça marche. Beetlejuice? 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 Ouais, j'ai toujours su que les exorcistes étaient des charlatans. Ils vont voir où je vais leur mettre leur crucifix. Putain, j'arrive pas avec le micro là. Débutons par l'histoire du premier opus. Nous sommes à la fin des années 80. Un jeune couple, se nommant Adam et Barbara Maitland, vivent dans une maison pittoresque de la Nouvelle-Angleterre, dans un quartier populaire. Alors qu'ils prennent simplement la voiture pour faire quelques courses, ils sont victimes d'un accident de voiture. Oui, cette histoire est en partie la faute d'un foutu cabot. Le truc, c'est que notre jeune couple décède lors de cet accident. Ils ont un peu du mal à comprendre leur état, surtout qu'ils sont bloqués dans leur maison, et dès qu'ils décident d'en sortir, ils tombent dans une dimension profondément étrange et mystérieuse. Barbara, non, c'est trop dangereux. Je m'en fiche. Ils réalisent rapidement qu'ils sont devenus des fantômes et qu'ils sont incapables de quitter leur maison. Pire que tout, ils sont bloqués dans cette maison pendant plusieurs années, avant de pouvoir rejoindre le paradis, comme une sorte de purgatoire. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Le sort est contre nous. C'est alors qu'ils découvrent un étrange manuel, intitulé Handbook for the Recently Deceased, et comme mon accent anglais est cataclysmique, on va continuer en français. Le manuel pour les personnes récemment décédées, qui leur donne des consignes pour leur nouvelle vie de fantôme. La manière d'hanter les vivants par exemple, ce qu'ils peuvent faire ou au contraire ne peuvent pas faire. Oh, ce bouquin est tellement stupide, je crois que je deviens folle. J'ai parlé d'hanter les vivants et c'est plutôt logique puisque le temps se déroule différemment dans leur temporalité, puisqu'ils sont tout simplement morts. Le truc, c'est que les jours et les années sont passés bien plus rapidement qu'ils ne le pensent dans le monde des vivants et qu'une nouvelle famille, un peu excentrique, a débarqué dans leur propriété pour s'installer. Enfin, dans leur propriété. Plus vraiment, vu qu'ils sont morts. Et regarde cette cuisine. Tu vas enfin pouvoir faire une bouffe correcte. Et alors que d'habitude, ce sont plutôt les vivants qui cherchent à se débarrasser des squatteurs, ici, dans Beetlejuice, ce sont les morts qui cherchent à faire sortir les vivants des maisons. Ah, y a rien à faire, hein. Au sein de la nouvelle famille qui débarque dans la maison, il y a une fille, Lydia, que vous devez mémoriser puisqu'elle possède un rôle important. Au-delà d'être une figure iconique du monde gothique, Lydia possède une certaine sensibilité au monde invisible et peut voir ce que les autres ne voient pas, les fantômes. Tu peux nous voir quand on n'a pas les draps? Bien sûr que je peux vous voir. Comment se fait-il que personne d'autre puisse nous voir? J'ai lu très attentivement le manuel pour les personnes décédées. Il dit que les êtres humains ne comprennent rien à l'étrange et au surnaturel. Comme je suis moi-même étrange et surnaturel. Vous reconnaissez sans doute l'actrice pour son rôle dans Stranger Things ou dans Édouard aux mains d'argent, et évidemment, nous allons retrouver la même actrice dans Beetlejuice 2, puisqu'elle va reprendre son rôle de Lydia. Donc oui, elle reste en vie à la fin du premier, ce qui fait que si vous avez déjà vu le film, bah vous vous en foutez. Par contre, si vous l'avez jamais vu, je viens clairement de vous spoiler. Notre jeune couple de fantômes n'arrive pas à faire partir les nouveaux occupants de leur maison, et c'est en partie causé par le fait qu'ils ne sont pas assez effrayants. En s'aidant du fameux livre, du manuel pour les personnes récemment décédées, ils découvrent une toute nouvelle dimension, un monde des morts hiérarchisé, avec des secrétaires, des salles d'attente, et carrément des employés. C'est un peu comme une agence Pôle emploi moderne, si vous voulez. Sauf qu'ici, c'est pour venir en aide aux morts et aux esprits.
Après de longues attentes, ils tombent enfin sur une conseillère qui leur recommande d'être plus effrayants. Mais surtout, elle les avertit vis-à-vis d'une figure inquiétante, Beetlejuice. Et si on appelait ce monsieur Beetle? Chut! Ne prononcez pas ce nom, jamais, ce n'est pas lui qui va vous aider. Ah bon? Pourquoi pas? Il a été mon assistant. Mais il a joué les rebelles et il a décidé de se lancer dans une carrière solo, comme bio-exorciste. Et il a prétendu qu'il pouvait chasser les vivants. Et la seule façon de ramener ce monstre à la surface, c'est de prononcer son nom 3 fois de suite et il réapparaît. Beetlejuice est un bio-exorciste excentrique et imprévisible qui propose ses services pour se débarrasser des vivants. Il est un anarchiste, un homme vulgaire, crasseux, et sa véritable nature maléfique apparaît au fur et à mesure que l'histoire progresse. Son but est d'épouser Lydia pour se libérer de ce monde infernal, et donc de revenir parmi les vivants. Nous avons donc affaire à un antagoniste qui adore danser, faire des blagues, et qui surtout aime aller aux putes et a envie de se faire une mineure. Et ça me rappelle certains youtubeurs. Malgré les mises en garde de leur conseillère de l'au-delà, notre couple décide de faire appel à lui en prononçant plusieurs fois son nom. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Barbara. Dis donc, toi t'as du goût pour les jolies poulettes, ça marche bien entre vous ou j'ai des chances de me la faire? Beetlejuice devient instable et cherche à épouser Lydia le plus rapidement possible pour revenir dans notre monde. Mais grâce à leur force et à leur volonté, notre jeune couple réussit à protéger la fille et à sauver Lydia d'un destin plus que funeste. Beetlejuice est renvoyé en enfer et notre jeune couple de fantômes ont trouvé en Lydia une espèce de fille spirituelle. Et le pire, c'est que la famille qui les dérangeait à l'origine et qu'ils ont essayé d'effrayer pendant tout le long du film, et bah finalement ils s'entendent bien avec. Ce qui fait que finalement ils se retrouvent à vivre avec eux et on est dans une maison où cohabitent les morts et les vivants et où visiblement ça ne dérange absolument personne. Donc voilà à peu près ce que racontait le film. Commençons une petite analyse un tout petit peu plus poussée de l'univers. Beetlejuice, c'est une mythologie fascinante qui commence par le monde des morts. Tim Burton nous plonge dans un univers macabre et fantastique, teinté d'une comédie noire. Par son style visuel unique, il crée un monde des morts aussi bureaucratique que décalé. Dans cet univers, les âmes des défunts ne se dirigent pas vers le paradis ou vers l'enfer, mais plutôt vers une sorte de purgatoire, organisé comme un service public, où règne l'ennui et les règlements absurdes. Les âmes des défunts doivent suivre des procédures complexes et attendre leur tour pour passer dans l'au-delà, ce qui est illustré par la longue file d'attente, avec des tickets eux aussi interminables. Symbole que même lorsque nous sommes morts, ce système qui nous est imposé dans notre vécu, qui nous est imposé depuis notre enfance, et bah il continue de nous suivre, et il est limite plus fort que le surnaturel. C'est comme si tu mourais, ou tu devenais un esprit, et que Dieu t'obligeait à trouver une agence Pôle emploi pour trouver un travail dans le monde de l'au-delà avant d'accéder au paradis ou avant d'accéder à l'enfer. Ça serait horrible. Le manuel pour les personnes récemment décédées est bien mystérieux et représente l'un des éléments centraux de cette mythologie. Ce guide, apparemment écrit dans un langage très technique et difficile à comprendre, est censé aider les fantômes à naviguer dans leur nouvelle existence. Cependant, cela montre que le monde des morts est toujours aussi absurde que celui des vivants, car même dans la mort, vous êtes soumis à des règles et à des autorités supérieures. Ce serait bien de lire le manuel un peu plus attentivement. Plus glauque encore, vous êtes responsable de votre manuel, et si vous l'égarez, les vivants peuvent le trouver et l'utiliser contre vous. Hein? Le manuel? Ne faites jamais confiance aux vivants. Dans Beetlejuice, même mort, vous ne l'êtes pas vraiment, et les vivants peuvent vous détruire à tout jamais, ce qui vous empêchera d'accéder au paradis ou à l'enfer. Donc, en plus des bureaux à la Pôle emploi, vous êtes obligé de faire attention à votre vie, entre gros guillemets, et vous êtes obligé de suivre des lois. Vous n'êtes jamais libre, même dans la mort. C'est comme une matrice qui vous donne l'illusion d'un monde qui n'existe pas, ou d'une société qui cache son véritable visage en vous donnant l'illusion d'être libre, alors que vous n'êtes qu'un simple produit de consommation. Beetlejuice construit cela, à sa façon. Finalement, quand est-ce qu'on sera vraiment libre? Même le fait que les morts conservent les traits de leurs cadavres. C'est ça qui arrive quand ils meurent, et c'est ça qui arrive quand les autres meurent. Tout cela est très personnel. Et je vais vous dire ce que je pense. Si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je n'aurais pas eu mon petit accident.
Dans Beetlejuice, la façon dont vous mourrez modifiera votre apparence dans le monde des morts. Si vous mourrez brûlé, vous serez brûlé dans l'au-delà. Si vous mourrez dans cette tenue précise, vous conserverez cette tenue. Vous êtes pris au piège et c'est tout. Et d'une certaine façon, je trouve cela terrifiant. De quoi j'ai l'air? J'ai jamais pu me voir dans un miroir. Oui, très joli, très joli. C'est vrai? Sublime. Ce qui nous amène à la deuxième partie de cette mythologie, le surnaturel et le monde réel qui se juxtaposent. Le film joue constamment avec la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants. La maison de notre jeune couple, les Maitland, devient une sorte de terrain d'expérimentation où les lois de la physique sont modifiées. Les fantômes peuvent marcher sur les murs, se transformer ou encore devenir invisibles à volonté. Cette juxtaposition du banal et du surnaturel, ça crée des situations un peu loufoques qui sont presque comiques, qui sont évidemment la marque de fabrique de Tim Burton, mais surtout la marque de fabrique de Beetlejuice. Tu vois cette célèbre expression américaine « what the fuck » qu'on pourrait traduire en français par « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Bah je crois que c'est ce qui définit le mieux le film. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tellement qu'il y a des situations qui n'ont aucun sens. Un peu comme un Scary Movie qui n'arrête pas de faire des blagues en permanence, jusqu'à l'overdose. Et bah Beetlejuice fait exactement la même chose, l'overdose de loufoque. C'est un film qui est tellement loufoque. Tu te demandes s'ils étaient pas sous acide pendant le tournage. Et l'incarnation de cet univers anarchique est incarnée par le personnage de Beetlejuice. En tant que bioexorciste, il possède des pouvoirs qui défient toute logique, comme se transformer en serpent, invoquer des démons, ou manipuler la réalité à sa guise. Beetlejuice! Non, c'est pas vrai. C'est trop chiant. Il incarne une forme de chaos qui contraste avec l'ordre, certes absurde, du monde des morts. Dans le scénario original, Beetlejuice devait être bien plus sombre et plus dangereux, avec des intentions clairement meurtrières. Mais le ton a été modifié pour correspondre à une comédie plus accessible. Mais attention, cela reste toujours avec un ton un peu macabre et profondément sexuel. Beetlejuice reste un immense pervers qui aime bien tripoter les femmes, qui a envie de se faire des prostituées. D'ailleurs, même dans le monde des morts, il y a des prostituées. Un nouveau signe du fait que nous ne sommes jamais vraiment libres. Ou alors, elles aiment juste le cul. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Et surtout, Beetlejuice est un personnage qui a envie d'épouser une mineure. Donc oui, c'est pas un tueur en série, mais quand même. C'est pas le genre de mariage qui t'éclate. Je sais. Pourtant, on a tous les deux des trucs à gagner. Moi, je me tire d'ici et toi, tu te ramasses le mec le plus sexy depuis la mort de Steve McQueen. Intéressant, non? D'accord, mais aidez mes amis. Ce qui nous amène à l'univers étendu, avec la série animée et les comics. Suite au succès du film, une série animée va rapidement se mettre en place, intitulée tout sobrement Beetlejuice, et la série va prendre quand même quelques libertés créatives et surtout narratives, puisque dans celle-ci, au sein de l'histoire, Lydia et Beetlejuice sont meilleurs amis, ils sont pas en 1v1, ils sont pas en confrontation, au contraire, ce sont les meilleurs amis du monde, et ils vont partir explorer dans tout un tas d'aventures complètement loufoques le monde surnaturel. La série explore plus en profondeur le monde surnaturel, introduisant de nouveaux personnages et des lieux qui n'apparaissent pas dans les films. Contrairement au film où Beetlejuice est un antagoniste, dans la série animée, il incarne une sorte d'anti-héros qui devient de plus en plus gentil. Tim Burton a participé à sa création, et cela se ressent avec un style visuel loufoque et toujours aussi excentrique, notamment dans les différents épisodes qui explorent le monde surnaturel. Et la série a été plutôt bien reçue, on va pas se mentir, elle a clairement des bons retours. En plus de la série animée, la saga a également été adaptée en comics au début des années 90. On est dans un style similaire à la série et au film, c'est toujours de l'humour décalé qui exploite le personnage de Beetlejuice dans le monde surnaturel, mais cette fois-ci, ça va beaucoup plus loin, car les planches ne sont pas limitées en budget, et par conséquent, on a beaucoup plus de créatures surnaturelles, beaucoup plus de pouvoirs, et l'autre monde est encore plus fascinant qu'auparavant. Bref, Beetlejuice, c'est un univers qui est fascinant, et c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté où on a un peu une déception parce qu'on a l'impression que c'est un univers, une mythologie qui a jamais été vraiment exploitée. Et puis soudain on arrive en 2024 et Tim Burton dit quoi? Il dit je vais faire la suite de ce film et ça va sortir en fin d'année, ça arrive là maintenant. D'ici quelques jours on va pouvoir poser la main sur Beetlejuice 2. Alors évidemment il y a beaucoup d'excitation derrière, il y a de la nostalgie, il y a la peur aussi d'être déçu. Il y a ce mélange de sensations qui fait que ça génère quand même une sacrée attente. Et malgré la peur d'être déçu, putain, ça reste tonton Tim Burton. On peut que avoir confiance en tonton Tim Burton. Plus de 3 décennies après la sortie du premier film, et après plusieurs espoirs d'un retour qui devait avoir lieu il y a quelques années, mais ils se sont sûrement rendus compte que leur script était dégueulasse, ou parce qu'ils étaient trop alcoolisés dans les studios. Enfin bref, Beetlejuice revient en salle avec une suite qui conserve, en plus de cela, les mêmes acteurs. Nous allons retrouver Lydia, qui va visiblement devoir aller chercher sa fille dans l'autre monde.
Tout comme les comics et la série, qui exploitent plus en profondeur l'au-delà et la dimension du purgatoire, il est certain que cette suite nous montrera beaucoup plus du surnaturel et de l'autre monde, d'une façon en tout cas je l'espère, un peu innovante. Pour sauver sa fille, Lydia va devoir demander de l'aide à Beetlejuice, pour le meilleur comme pour le pire. Où est Beetlejuice? Et moi j'aime bien le nouveau style de Tim Burton. Alors je sais que des films comme Dark Shadows, ou même les épisodes de Mercredi, de la série Mercredi qu'il a réalisé, font pas du tout l'unanimité, et il y en a beaucoup qui se plaignent du fait qu'il a perdu sa profondeur, sa noirceur, son côté un petit peu malsain qu'il pouvait avoir auparavant. Et je suis totalement d'accord, il n'a plus la même saveur qu'auparavant, mais quand je vois des films comme Dark Shadows, quand je vois aussi les derniers Alice au Pays des Merveilles, alors oui d'accord, c'est pas aussi horrifique, entre gros guillemets si je puis dire, mais je trouve qu'il y a toujours sa patte un peu loufoque, il y a toujours cet élément qui fait que c'est des films un peu familiaux qui me font du bien, qui me touchent personnellement. Donc oui, c'est pas aussi profond qu'avant, il a pas un style aussi original, mais il a toujours sa petite patte que personne d'autre n'a. C'est Tim Burton. Donc moi je suis encore très content de son style, et je pense que Beetlejuice 2 va s'orienter vers un peu l'ambiance que pouvait avoir un Dark Shadows par exemple, ce côté où c'est loufoque, où c'est bizarre mais ça reste un peu gentillet pour pas non plus trop dérouter. Mais je l'ai accepté et honnêtement c'est pas quelque chose qui me dérange. Son nouveau style, sa nouvelle façon de faire, peut-être parce qu'il vieillit un peu et qu'il a envie aussi de s'adoucir un petit peu avec le temps, je sais pas, moi je l'accepte, ça m'a jamais vraiment dérangé en tout cas, sur ses dernières sorties. Donc d'une certaine façon, j'ai envie de lui faire confiance pour Beetlejuice 2, c'est vraiment un gros pari, faut quand même avoir envie de le faire parce qu'il peut y avoir des retours critiques qui sont vraiment désastreux et les nostalgiques du premier film notamment, et c'est totalement normal, hein. Tu parles d'une nostalgie, tu parles d'un film qui a construit des individus, qui a construit la culture cinématographique de certaines personnes, il y aura forcément des retours de bâton, il y aura forcément un moment donné où il va se prendre beaucoup de critiques dans la tronche, mais quand même faut être courageux. Faut être courageux pour s'attaquer à l'un des films les plus prestigieux de sa carrière et les plus aimés. Beetlejuice quand même, quand tu parles de Tim Burton, c'est un de ses films qui ressort le plus. Donc je sais qu'au minimum, si les étoiles sont bien alignées, il y a moyen que ça soit cool. Il y a moyen qu'on passe au moins un bon moment. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas la propagande de YouTube. Je suis désolé de la faire, mais ça fait partie du jeu. Vous connaissez, vous êtes habitués à ça maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et faire tout ce qui est possible. Si seulement vous avez passé un bon moment. Et si cette vidéo vous a un tantinet aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre rapport à Tim Burton, votre rapport à Beetlejuice et quelles sont vos attentes, si vous en avez ou pas d'ailleurs, sur Beetlejuice 2. D'ici là, moi je vous fais des gros bisous sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse évidemment l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Ouais, il y en a beaucoup de choses à dire. C'était Méromain, de gros bisous. Mouah, ciao bene les amis. Can't sleep.